Facebook, on va parler électricité avec Tristan Kochoyan, voilà, Oui. qui est le CEO de Power On. Vous avez lancé votre start-up à la sortie de vos études de HEC, voilà, Power On, dans le but de résoudre des problèmes des habitants dans certains pays d'Afrique. Ouais, exact. L'électricité. Donc comment fonctionnent ces réseaux solaires? Alors pour l'instant, on n'est pas en Indépendant. solaire. Oui, c'est- Mais on veut passer au solaire, Voilà. effectivement. Parce que le constat, c'est qu'il y a 1,3 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Mhm. C'est un chiffre qui est énorme et qui est Ouais. vraiment dingue. Mhm. 630 millions seulement en Afrique subsaharienne. Mhm. Donc ça fait C'est beaucoup de monde. énorme. Ouais, c'est vraiment énorme. Mhm. Et moi, quand je me suis rendu compte de ce problème et que en fait, nous, on utilise l'électricité tous les jours sans C'est même ça. plus y penser, Ouais. ça paraît dingue. Et Mhm. je me suis dit, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait pour régler la situation. Et jusqu'à très récemment, c'était un peu une prérogative des États ou des ONG Ouais. humanitaires qui essayaient de combler un peu ce déficit. Ouais. Mais force est de constater que ça n'a pas l'air de trop fonctionner parce C'est que ça. le nombre en fait, d'habitants sans électricité a jamais vraiment baissé en Ouais. dépit de tout ce qui a été fait. Ouais. Et donc moi, mon constat en sortant d'HEC, j'ai vu ça et j'ai fait le pari de dire si j'arrive à montrer qu'une startup peut le faire de façon durable et rentable, Mhm. le problème pourra être réglé très vite Mhm. parce qu'on ne dépendra plus uniquement des subventions des gouvernements, C'est des ça. ONG, etc. On Qu'il pourra faut aller attendre, chercher attendre. qu'il faut attendre et ça Mhm. ne marche pas, etc. Et l'idée, c'est de du coup commencer à le montrer sur un premier village, Mhm. ensuite de s'étendre petit à petit, et puis après, si on arrive à montrer qu'effectivement, on peut s'adresser à des gens qui vont du coup investir dans ce genre de projet, pas seulement parce qu'ils ont un côté humanitaire, Bien etc., sûr. mais aussi parce que le monde étant ce qu'il est, il faut aller chercher l'argent où il est, Ouais. tout en faisant des bonnes choses si possible. Du coup, c'est ça le projet. Et donc, je me suis lancé effectivement à la sortie de mes études. Ouais. Et là, du coup, ça fait 1 an qu'on a électrifié un premier village de 3000 personnes au Bénin. C'est ça. Bah voilà, vous avez les photos, donc Ouais. qui passent avec... C'est comme ça que ça se passe au Ouais, niveau c'est ça. de- En fait, c'est un village qui est très très isolé, Mhm. très très pauvre, très très isolé. Il faut 1 heure de piste à moto pour y arriver. Le réseau électrique national, aucune trace avant 30 km, donc c'est Waouh. vraiment très très loin. Ouais. Et ça coûterait beaucoup trop cher à l'État en fait de tirer des lignes haute tension pour 3000 personnes là-bas qui vont pas consommer assez. Et du coup, on Et les du laisse coup, un l'idée, peu... ouais, du coup, tous les ans à chaque élection, on leur dit ah ben vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, mais force est de constater que ce village-là, Bien sûr. même dans les plans officiels en fait de l'État, il est électrifié peut-être en 2030 ou 2050. Waouh. Et c'est même pas sûr en fait, donc c'est marqué sur un papier, mais c'est jamais le cas. Ouais. Et, Donc là, vous venez avec des espèces de caisses, c'est ça? C'est ça en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est un village où il n'y avait rien du tout, donc on part de zéro. Donc il faut tout faire de A à Z. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on construit un réseau électrique indépendant sur mesure pour le village et on branche tous ceux qui le demandent gratuitement. Donc là, on a voulu le faire de façon gratuite parce que c'est des gens qui sont parmi les habitants les plus pauvres de la planète, donc on va pas leur demander de payer 100 € pour le branchement sur un compteur, etc. Ouais. Et donc effectivement là on voit Jacques qui est un technicien français qui est venu de façon bénévole nous aider, qui nous a montré comment lancer le chantier, comment brancher les gens, etc. Donc là ce qu'on voit c'est Jacques qui est en train d'expliquer aux ouvriers qu'on a recrutés dans le village comment faire les branchements, comment brancher les câbles, etc. Et du coup ça fait 1 an que le réseau fonctionne tous les jours de 19h à minuit. Donc ce que je disais au départ c'est que donc les branchements sont gratuits et les gens ne payent que les consommations. Et comme c'est les gens, des habitants parmi les plus pauvres de la planète, ce qu'on fait pour ce qu'on leur propose, ce sont des forfaits prépayés qui peuvent comparer avec tout ce qu'ils utilisaient avant pour s'éclairer. Qu'est-ce qu'ils utilisaient avant? Et justement, donc avant ils n'avaient pas d'électricité, mais ils utilisaient quand même des sources d'énergie dites traditionnelles pour s'éclairer, pour faire la cuisine. Genre des bougies, genre des piles électriques pour des lampes torches, des bougies, des lampes à pétrole. Les foyers les plus riches avaient des petits groupes à essence pour regarder la télé, voilà, des groupes électrogènes, des petits groupes qui coûtent pas cher à l'achat mais qui après coûtent très cher à faire fonctionner parce que l'essence est chère, en plus ça produit un courant de mauvaise qualité, etc. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on a des forfaits et qui peuvent comparer. Et donc nous on a essayé de diviser par 2 en fait ce que les gens payaient avant. Donc typiquement avant qu'on arrive dans le village,
l'exemple le plus parlant, c'est que simplement pour charger un téléphone, ça coûtait 200 francs CFA. D'accord. Donc 200 francs CFA, ça fait à peu près 30 centimes d'euros juste pour charger un téléphone Nokia avec une toute petite batterie, etc. Ah, la vache. Parce que soit il y avait quelqu'un dans le village qui avait un groupe électrogène qui faisait tourner, puis il faisait payer 200 francs à charge, soit il fallait l'envoyer à la ville avec quelqu'un qui partait pour faire affaire, machin. D'accord. Et avec tous les problèmes de vol que ça impliquait, mais en moyenne ça coûtait 200 francs CFA. D'accord. Et là maintenant, aujourd'hui, on a 5 heures de lumière et une charge de portable incluse dans le forfait pour 90 francs. D'accord. Et c'est quelque chose que vous avez pu établir directement là-bas sans avoir une personne du village ou un représentant qui vient dire qui met le haut là tout de suite, en fait, avant même de commencer quoi que ce soit, on a été se présenter à tous les échelons en fait des autorités au Bénin. Donc que ce soit au ministère, dans les agences, après on a été voir le maire du village évidemment, enfin le maire de la commune, après les représentants du village, etc. Donc on a vu tout le monde, on n'a pas débarqué, Oui, bien sûr. Moi je suis associé avec Louise, qui est ma cofondatrice au Bénin, qui est béninoise, qui habite là-bas, qui connaissait un petit peu le village parce qu'elle avait combattu l'excision dans une vie antérieure dans ce village-là. Elle s'en est rendue compte après qu'elle était déjà allée dans ce village et du coup elle a une très bonne expérience du terrain, donc c'est elle qui a un peu facilité les choses. Mais de toute façon on a répondu à une demande locale parce que les gens, comme je le disais tout à l'heure, ils ont tous... à chaque élection, ils demandent quand est-ce que le courant va arriver. Forcément. Ils savent très bien ce que c'est parce qu'il ne faut pas croire qu'ils sont... Effectivement, ils sont coupés du monde. Mais, ils ont quasiment tous des motos maintenant. S'ils n'ont pas de moto, ça leur arrive d'aller à la ville. Ils ont tous de la famille qui est dans la ville d'à côté ou de l'électricité. Donc ils savent ce qui manque. Et donc ils nous ont fait la demande et nous on a répondu et c'est pour ça qu'on a été plutôt bien accueillis. Et par contre, moi je reviens de façon un petit peu antérieure dans votre vie. C'est parce que vous dites que vous êtes sorti d'HEC, vous avez démarré ce projet, mais on fait HEC pour démarrer ce projet ou on fait HEC et il nous vient l'idée en tête, il y a une direction qu'on prend dans ces études pour le faire, ou alors est-ce que c'est juste une évidence à la sortie de vos études et c'est quelque chose que vous avez eu envie de mettre en place? Non, je pense, alors c'était une évidence pour moi, mais pour les c'est rare de faire HEC pour après se dire je vais me lancer dans un projet comme ça, qui est un énorme pari, parce que moi ça fait depuis 2012 que je suis dessus à 100% du temps. Pour l'instant je peux pas me payer, donc ça commence à piquer un peu d'ailleurs. C'est clair. Mais non, effectivement les gens qui font HEC, moi j'ai fait HEC parce que j'étais plutôt bon à l'école, donc après je me suis orienté, prépa, HEC et tout, mais sans vraiment me poser la question de ce que je vais faire derrière, parce que HEC ça prépare effectivement plus à travailler dans des grands groupes, en conseil, en marketing, finance, tout ça. Moi j'ai testé un petit peu en stage, parce qu'on doit faire des stages dans le cursus, et ça m'a pas franchement séduit. Moi de toute façon, ce qui est bien c'est qu'effectivement HEC on a l'image des gens qui vont faire de la finance et gagner beaucoup de pognon sans forcément être super responsable et tout. Et avoir des bonnes relations. Donc ça c'est sûr, ça sert de connaître un peu ce milieu. Mais même quand on est HEC, moi c'est HEC que j'ai découvert le Bénin, parce que HEC il y a les cours, mais il y a surtout les assos sur le campus, où moi j'ai été président d'une asso qui s'appelle Action pour le Bénin. Et c'est là que j'ai rencontré Louis, c'est là que je me suis familiarisé avec les Béninois, le pays. Et mine de rien, on peut aussi prendre des cours qui sont en rapport avec l'entrepreneuriat social, donc l'économie sociale et solidaire, etc. Donc tout ça, ça vient en fait des étudiants, il y a une demande des étudiants et du coup l'école s'adapte et propose des choses et ça permet un petit peu de découvrir un peu plus, d'aller voir même chez les grands groupes ce qu'ils font, parce qu'ils ont tous des programmes maintenant RSE, etc. Bien sûr. Il faut pas être fermé non plus à tout ça, mais moi l'idée c'était, en sortant d'HEC, ça m'intéressait pas de retourner en conseil, de retourner bosser dans un grand groupe. J'avais découvert un petit peu l'entrepreneuriat en faisant mon mémoire de fin d'année, en allant parler à plein d'entrepreneurs sociaux du monde entier. Je me suis dit ça a l'air super cool ce qu'ils font. Et du coup je me suis lancé, mais sans vraiment savoir en fait ce que c'était. C'est après sur le tas qu'on se forme vraiment à l'entrepreneuriat et lancer sa boîte. En fait ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement au départ HEC on a une image bien particulière et ensuite vous qui allez en Afrique pour installer des banques, on a peur un petit peu de la bienveillance que vous pourriez avoir dans votre projet. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous nous éclairez. Pour caricaturer l'homme blanc qui vient en Afrique, c'est ça? Ouais, un petit peu, complètement. Mais c'est vrai que j'ai rarement la critique en fait, de l'homme blanc, parce que de toute façon, le projet il est hyper local, parce qu'en fait, je suis le seul blanc de l'équipe. Il y a Louise qui est cofondatrice au Bénin, qui est béninoise 100%. On a Jean qui lui est. C'est lui ici, non? Qui est sur la photo, qui est notre premier employé, qui gère le réseau en autonomie depuis 1 an. Lui qui est béninois et un petit peu togolais aussi, je crois, par son père.
Mais du coup, non, on n'a pas du tout cette critique parce que de toute façon, c'est pas l'idée de on débarque dans un village, on leur explique ce qu'il faut. C'est la démarche qu'on avait, c'était manifestement il y a un besoin. Et après, on a été vérifié dans le village que ça collait à ce que les gens voulaient. Et disons qu'on n'achète pas on force pas les gens à acheter les forfaits, etc. Si ça leur convient pas, limite, nous on fait faillite. Et tant pis pour nous. Est-ce que vous prévoyez au moment donné, voilà, vous allez sur le terrain, vous installez parce que aussi l'entreprise est encore récente. Est-ce que vous prévoyez peut-être maintenant ou dans le futur pour aussi diminuer vos frais, de proposer des kits? Ça veut dire qu'il y a une personne qui est sur le terrain là-bas ou quelques personnes selon le pays en Afrique ou le village qui va aider, et vous prévoyez des kits où les personnes peuvent installer eux-mêmes On prévoit pas de kits parce que effectivement dans l'accès à l'électricité il y a 2 grandes familles. Il y a les familles des kits solaires ou vraiment autonomes on peut les installer en 3 minutes. Donc c'est un panneau solaire généralement relié à une batterie sur laquelle on peut brancher un peu des téléphones, des lumières, etc. Ou alors carrément un mini réseau comme nous, le choix qu'on a fait. Moi, les kits, etc., les lampes solaires, etc., ça ne m'intéresse pas des masses. Parce qu'effectivement, ça change la vie au niveau des familles, du confort domestique. Mais souvent, ça s'arrête là. On ne peut pas vraiment brancher de machines ou d'usage productif dessus. Et moi, la raison pour laquelle je vais dans ces villages-là pour installer des réseaux, c'est pas juste parce que j'aime installer des réseaux. Parce qu'en fait, à la base, je ne sais pas le faire. Parce que je n'ai pas fait de formation ingénieur. Donc, j'ai appris sur le tas grâce à Jacques qui est venu nous aider, etc. Mais l'idée, c'est que les gens puissent tirer parti de l'électricité pour la mettre au travail et créer un développement économique. Et ça, c'est très difficile de le faire si on n'a pas la puissance nécessaire. Bien sûr, bien sûr. Et là, on vous voit ici donc, en train de vérifier si tout fonctionne bien. Là, non, c'est... oui, c'est important. Ou bien regarder AfroStream. Et comme AfroStream débarque au Bénin, j'espère qu'on va pouvoir le proposer dans le village, pourquoi pas. Non, mais oui, de toute façon, dans ces sujets-là, dans ce genre de projet, ce qui est important, c'est d'être au service des gens. Donc nous on le fait pas pour effectivement fourguer notre camelote aux gens en leur expliquant que c'est ça qu'il leur faut. Ce qui se passe en réalité c'est l'inverse, c'est les gens qui viennent nous voir en disant moi j'ai ça, est-ce que je peux l'utiliser, etc. Et c'est un dialogue et c'est eux qui nous disent en fait ce qu'on doit faire et c'est pour ça que ça marche en fait. C'est parce qu'il faut comprendre un petit peu ce que les gens vivent au quotidien. Donc nous on a une maison, donc on habite chez l'habitant là-bas quand on y va, Jean il est logé là-bas. C'est bien pour essayer de mieux comprendre aussi leur façon de... C'est la seule façon en fait de faire quelque chose qui a un minimum de chances de fonctionner. Et comment ça marche techniquement là? Alors pour l'instant techniquement, on n'avait pas assez de financement pour être avec un système solaire qui fonctionnerait 24 heures sur 24. Parce que là, c'était très difficile de trouver du financement pour ce genre de projet, même quand on sort de chaussée en fait. Malgré les relations. Malgré les relations, quand on explique aux gens je vais aller vendre de l'électricité à des gens qui gagnent moins de $2 par jour au Bénin, c'est un petit peu compliqué. Surtout qu'on n'est pas en mode ONG, on est en start-up en disant c'est ça notre philosophie, etc. C'est plus compliqué. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut expliquer la démarche, il faut dire vous n'allez pas pouvoir défiscaliser vos dons, mais par contre, si ça marche, vous donnez une fois, puis après le problème sera réglé, on espère. Du coup, c'était un petit peu compliqué. Donc, l'argent pour l'instant vient de ma famille et de mes amis. Et on avait. C'est du love money. C'est du love money. C'est vraiment du love là pour le moment. Beaucoup de love. C'est un peu un acte de foi. Et pour l'instant, on fonctionne avec un groupe électrogène qui fonctionne simplement de 19h à minuit. Parce que la philosophie, c'était pas de cramer du diesel 24 sur 24, parce que le projet il se veut vraiment, vraiment vertueux du début à la fin. Mais ça nous permet depuis un an juste de tester notre offre, de voir si ça marche. Pour l'instant, on a de bons résultats parce que depuis le début, on a l'équilibre opérationnel, c'est-à-dire que les forfaits que les gens payent suffisent à payer le salaire de Jean, qui est notre employé là-bas, le carburant et la maintenance. Bien sûr. Et donc là, le pari, c'est de dire, si on passe en solaire, donc avec un champ photovoltaïque, des batteries, et on garde le groupe électrogène quand même en backup pour éviter les coupures si les batteries sont vides, là, on va avoir une électricité plus propre, donc ça déjà c'est l'idéal, moins cher, et en plus on va être 24 heures sur 24, donc on va vraiment permettre aux entrepreneurs du village de développer encore plus leur business, chose qu'ils nous demandent déjà aujourd'hui. Et l'idée c'est, si on est 24 sur 24 comme ça, on sera vraiment rentable, et là on pourra aller chercher tout le monde. Bien sûr, pour et leur dire bah ça y est, on va dans les autres villages, on a déjà tous les villages aux alentours qui sont hyper jaloux et qui nous attendent impatiemment, et au Bénin il y en a à peu près 200 qui sont dans ce cas-là. Et après, on peut aller dans tous les autres pays. Et justement, quels sont les prochains pays qui pourront bénéficier du système? Un peu tous les pays en fait. Comment vous les choisissez? En Afrique subsaharienne, ils sont tous dans les zones rurales, il y a un gros déficit.
Nous, on va les choisir certainement en fonction de leur proximité avec le Bénin. Ouais. Donc les prochains, c'est sûr que ce sera au Bénin, parce qu'on est au Bénin et on est béninois dans l'âme. Et c'est beaucoup plus simple en fait de continuer à rester dans la zone qu'on connaît plutôt que d'aller par exemple en Afrique du Sud qui est à des milliers de kilomètres. Et donc si ça marche, ce qu'on espère c'est qu'on ira peut-être après au Nigeria, peut-être au Burkina qui est pas loin, enfin dans les pays vraiment pas loin. D'accord, ok. Et de quel, comment dire, le prochain challenge de Power On, c'est donc le solaire. Ouais, exact. Et de faire rentrer de l'argent, du capital régulièrement. Est-ce que vous prévoyez des levées de fonds? Bah justement, alors c'est très difficile de trouver vraiment des investisseurs classiques pour le moment. Ouais. Parce que même si je leur explique que ça fait 1 an que ça marche, malgré tout, on n'est pas encore rentable parce qu'on n'a pas remboursé l'investissement. C'est ça. Donc là, je perds pas d'argent, mais j'en gagne pas non plus. Ouais. Donc l'idée, c'est de leur dire ah, mais si on passe en solaire, là, on sera vraiment rentable. C'est ça. Mais il y a quand même une petite appréhension chez les investisseurs classiques parce que quand on leur dit Bénin, machin, c'est compliqué. Donc là, la stratégie sur laquelle on se concentre, c'est un financement participatif. Kickstarter, tout Kickstarter, ça. voilà, exactement, en disant, en allant chercher là du don. Ça marche bien en plus pour ce type de. Ouais, ça marche bien, mais ça demande Ouais. un gros travail de préparation Bien parce sûr. que les projets sur Kickstarter ne marchent que quand il y a déjà une communauté très solide derrière. Ah ouais. Et donc ça sert à rien de se lancer. Par exemple, si je me lance aujourd'hui, avec tous les gens qui suivent le projet, ça suffira pas. D'accord. Donc il faut, nous en fait, l'objectif c'est qu'on veut atteindre 20 000 personnes inscrites sur notre site internet. Donc c'est juste avec un email pour le moment, donc c'est gratuit, c'est juste si le projet plaît aux gens, ils lâchent leur email et puis comme ça leur permet d'être tenus au courant. Ouais. Et ce sera aussi les premiers au courant quand on lancera la campagne sur Kickstarter. D'accord. En disant si le projet c'est on veut régler le problème de l'accès à l'électricité, on commence par un village, on a déjà fait, ça fait 1 an que ça marche. Là maintenant on veut passer au solaire, vous allez donner une fois et ça suffira. D'accord. Bon, bah, et si ce projet-là marche, après vous n'aurez plus besoin de donner. Et nous on règle le problème dans tous les villages où il y a besoin. Donc campagne qui va commencer à peu près quand? Est-ce que vous avez une date à peu On n'a près? pas du tout de date parce que on ne raisonne pas en termes de délai temporel, mais plus en termes de milestones. Il faut qu'on atteigne vraiment les 20 000 personnes inscrites sur le site. Donc si ça intéresse les gens, ils s'inscrivent, ils lâchent juste leur email et nous on les tient au courant. Avec allez vous inscrire sur le site de poweron.com. C'est PWR-ON. C'est ça. Petite question, milestone, moi je crois avoir compris, mais pour nos auditeurs. C'est un objectif à atteindre, c'est ça. Avant parce qu'en fait, avant, si on le lance, on va se planter. C'est ça, sans rien derrière. Vous allez avoir beaucoup de communication dans le vide un peu. Ouais, parce que c'est vraiment la communauté qui fait le succès de ce genre de campagne. Allez les suivre aussi sur les réseaux, ça peut aider, mais surtout le site internet. Et ils pourraient en même temps d'une manière soutenir sans avoir principalement à mettre de l'argent, mais pourquoi pas après, ça sera un bon démarrage pour la campagne Kickstarter. Merci beaucoup Tristan, on va passer aux actus musique avec JP qui va commencer avec une actu sur l'album